Bonjour, monsieur le directeur national. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau de l'entretien de Coloma. Sauf que, vous savez, pour quelle raison il n'y a plus ce contact direct, physique et chaleureux qu'on aime tant avec nos invités. C'est vraiment dommage. Merci de me faire cet honneur et ce privilège de m'accueillir sur votre plateau. Tout commence par l'enfance et bien nous allons parler d'enfance. Oui, évidemment, c'est notre domaine de prédilection et ce serait avec plaisir que nous allons échanger avec vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La prise en charge des enfants se révèle inquiétante en période d'épidémie avec le coronavirus. Les structures de soutien à l'enfance tirent la sonnette d'alarme. Ce soir, nous recevons le directeur national des villages SOS Guinée, M. Richard Wattinson, est avec nous donc pour nous dire comment attirer ou bien relever l'attention parentale. Bienvenue dans l'entretien de Coloma. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Nous sommes très heureux de reprendre contact avec vous après ce temps de distanciation provoqué par les mesures sanitaires qu'il fallait respecter. Dieu merci qu'il y ait des escalades que nous sommes en train d'observer. Espérons que ça continue au plus vite pour que tout aille pour le meilleur des mondes possibles. Ce soir, nous parlons enfance. Nous sommes dans le mois de l'enfant avec monsieur le directeur national SOS Village d'enfants de Guinée, monsieur Richard, une fois encore. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Les villages SOS en Guinée, c'est 3 grands sites qu'on a créés, Isère-Corée, Cancan. Il y a d'autres centres aussi d'appui. Et aujourd'hui, vous continuez à accueillir du monde, et bien que la situation n'est pas toujours favorable en termes au niveau des camps. Vous savez, comme le fondateur Dr Eman Mainer disait, tous les enfants du monde sont nos enfants. Et ça, l'enfant, c'est indépendamment de son appartenance ethnique, de sa couleur, de la peau et de sa croyance. Et aussi, moi, je voudrais ajouter, indépendamment du contexte que nous vivons, lorsque l'enfant a besoin de l'appui, lorsque l'enfant a besoin de la chaleur d'une famille, on n'a pas besoin de reporter ça, de repousser parce que de tel ou tel contexte ne favorise pas. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous assurer que l'enfant, la réponse qu'on apporte est la réponse appropriée et ça ne met pas l'enfant en danger. Et c'est ce que vous continuez à apporter à Conakry déjà. Vous avez dans votre foyer là-bas plus de 400 enfants. Oui, pas seulement à Conakry, nous avons à Conakry, à Cancan et à Zérékoré, ça fait environ 414 enfants, enfants jeunes, je voulais dire. Maintenant, il y a une petite précision que je voudrais apporter, c'est que les 400 et quelques enfants et jeunes, il y a une partie qui sont déjà passés par nos centres, mais nous continuons à les appuyer parce que la réintégration est progressive. C'est-à-dire, lorsque on fait les médiations et on trouve que les parents, il existe des parents ou parents proches, directs ou élargis, on essaye d'entamer la remédiation parce que à SOS, nous croyons à ce que l'enfant, la meilleure place pour que l'enfant se développe bien, pour devenir un adulte responsable, utile pour sa société demain, ce n'est que dans sa propre famille, dans sa famille d'origine. Donc, nous, on n'a pas une prétention de garder les enfants dans nos centres alors que ces enfants-là pouvaient bénéficier de l'affection de leurs parents biologiques. Non. Donc, si les enfants ou bien les parents décident de vous envoyer, continuer à vous envoyer les enfants, vous allez continuer à les accueillir. En fait, le véritable problème, c'est ça. Les parents, nous n'acceptons pas que les parents nous envoient des enfants parce que SOS n'est pas un internat. SOS est une organisation de prise en charge spécialisée dans la prise en charge, ce que nous appelons prise en charge alternative ou prise en charge de remplacement. Et ça, c'est quoi? C'est lorsque l'enfant n'a pas la chance de bénéficier de la prise en charge
de ses propres parents, une prise en charge adaptée auprès de ses propres parents. Et les facteurs qui pouvaient amener à quelque chose comme ça, c'est quoi? C'est par exemple le décès, c'est-à-dire l'enfant est orphelin, il n'a pas quelqu'un pour s'occuper de lui. Mais au-delà de ceux qui sont orphelins, nous avons aujourd'hui des cas de maladies invalidantes qui font que même si les parents veulent, ils ne peuvent pas. Il y a ces enfants qu'on peut retrouver à SOS. Il y a aussi les cas, malheureusement, où les enfants sont abandonnés. On ne sait pas si les parents sont décédés, si les parents existent quelque part, non. Mais ces enfants n'ont personne pour jouer le rôle de parents dans leur vie. C'est eux que vous appelez les enfants de la rue dans la rue? Et il y en a les enfants de la rue et dans la rue, dans cette catégorie-là. Je m'explique, les enfants beaucoup plus dans la rue ne sont pas les enfants qui n'ont pas de parents. Ces enfants, généralement de parents, mais pour une raison ou une autre, les parents, démissionnant un peu dans leur rôle, laissent les enfants ou les envoient de manière active dans la rue, ce qu'on pouvait qualifier quelque peu de l'exploitation économique des enfants, parce que ces enfants, en allant dans la rue, là, c'est pour contribuer à l'économie familiale. Et là, vous n'êtes pas là pour ces enfants-là? Non, nous sommes là pour ces enfants, mais pas pour ces parents. Il faut que je m'explique, parce que nous, et c'est peut-être vous allez me donner cette opportunité-là, c'est appuyer sur la sonnette d'alarme à l'endroit de tous ceux qui sont obligataires, c'est-à-dire ceux qui ont le devoir de faire réaliser les droits des enfants, quel qu'en soit l'enfant. On doit vraiment appeler l'attention de ceux-là sur les situations que les enfants vivent pour que, aussi bien des parents jusqu'à l'État, on puisse prendre les mesures pour ne pas favoriser de pareilles choses. Donc, notre rôle là, c'est de faire le plaidoyer, c'est de nous mettre en réseau avec d'autres partenaires qui s'occupent de la protection de l'enfant, c'est de faire le plaidoyer à l'endroit des autorités compétentes, de tous ceux qui ont un pouvoir de décision sur ces aspects-là, pour que ces enfants ne soient plus dans la rue. Maintenant, les enfants de la rue sont des enfants qui dorment, c'est-à-dire ils n'ont pas quelque part où ils vont retourner après dormir, par exemple le soir. Vous allez les voir dormir dans les marchés ou je ne sais pas où, mais au niveau des stades, n'importe où. Ces enfants ont perdu entièrement, normalement, la prise en charge d'un parent. Ces enfants font partie de notre groupe cible. Le seul hic, c'est que nous nous accompagnons, SOS ne prend pas un enfant, par exemple, pour ce qui concerne SOS. Mais dans le cadre de nos réseaux, on peut référer ces enfants-là vers ceux qui sont plus compétents dans le domaine. Mais nous, de 0 ans jusqu'à 8 ans, c'est des enfants que nous accueillons. Et lorsqu'il s'agit des frères, c'est-à-dire s'il y a un frère qui a 10 ans, jusqu'à 10 ans, et l'autre a moins de 8 ans, on pouvait prendre parce qu'on ne prend pas un frère et laisser l'autre. D'accord. Et même, c'est un principe sacro-saint chez nous, lorsque 2 frères arrivent, on ne dit pas qu'il n'y a pas de place dans telle maison familiale et on va mettre un frère quelque part et l'autre ailleurs, non. Pour favoriser le on met les deux ensemble pour qu'ils continuent de développer les relations de frères. Ouais. Donc, c'est un principe que nous respectons de manière... Ça, c'est dans les villages SOS, dans leur fonctionnement habituel. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un élément qui n'était pas attendu, c'est cette pandémie-là, qui a encore fragilisé la situation de beaucoup d'enfants. Et selon certaines structures, dont d'ailleurs vous aussi, vous constatez qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont frappés autrement, de façon indirecte, par cette épidémie. Comment vous gérez une telle situation? La gestion de cette situation n'est pas du tout aisée, parce que comme tout le monde le dit, c'est une pandémie sans précédent. Donc, personne ne peut dire qu'il est suffisamment armé, qu'il a des ressources déjà disponibles. Je veux parler des ressources intellectuelles, de tout ce qu'on pouvait, pour dire, OK, on a déjà tout ce qu'il faut pour faire face à cela. On essaye de s'adapter au fur et à mesure. Et je peux vous dire, les mesures, si on prend cette pandémie-là même, si vous regardez dans les statistiques, il n'y a pas aussi, surtout dans nos pays, tant d'enfants touchés directement par la maladie. Il n'y en a pas.
Il n'y a pas tant d'enfants touchés directement par la maladie. Toucher, ce que je veux dire, c'est quoi? Tester positif, en traitement dans les hôpitaux, dans les centres de traitement, non. Mais affectés, oui. Presque la majorité des enfants sont affectés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour les mesures qui sont prises, vous savez, les limitations de déplacement, la fermeture de beaucoup d'entreprises, des unités de production par-ci, par-là, ça fait qu'il y a perte de revenus, il y a dégradation de pouvoir d'achat, il y a chômage. Donc, avec tout ça, les enfants, leur seul référent, c'est qui? Ce sont les parents, ceux qui n'ont plus de revenus. Les enfants n'ont plus droit au loisir. Les enfants, vraiment, ceux qui essayent de se débrouiller, essayent de leur donner, je ne sais pas, un repas ou 2 repas par jour, alors qu'ils ont droit à 3 repas pour leur développement. Les enfants sont confinés. Les enfants n'ont plus le droit de jouir de leur période d'enfance. Quand c'est comme ça, vous faites quoi? Lorsque c'est comme ça, on a besoin de ce que nous appelons l'accompagnement psychosocial. Mais je vais vous étonner un peu. Vous savez qu'il n'y a plus une école, que ce soit niveau lycée ou niveau universitaire en Guinée ici, il n'y en a plus qui forment ce qu'on appelle les assistants sociaux. Alors, oui, il y avait quand même une école à Kingia, malheureusement, Kingia, qui a été ça a formé presque, ça a formé à peine une seule génération. Une seule génération, et puis qui a fermé malheureusement. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est qui? C'est ceux qu'on a formés sur le tas lors de l'Ebola. La crise d'Ebola, c'est ceux-là qu'on essaye d'utiliser. Et je vous dis, c'est formé sur l'État. Ce n'est jamais vraiment ceux qui ont fait la formation avant de faire les expériences. Vous pensez qu'on a besoin d'eux, de ces assistants maintenant? Alors qu'on a besoin d'eux. Et vous voyez combien les autorités, je ne voulais pas citer tel ou tel, combien ils essaient d'intégrer dans les plans de riposte aujourd'hui de Covid-19, combien de fois ils intègrent cet aspect-là. Vous savez, lorsqu'un parent est affecté, ne serait-ce qu'aujourd'hui, un parent est testé positif, et même lorsqu'il n'est pas malade, vous savez toute la situation psychologique dans laquelle on met et la famille et son environnement. Et si ceux qui subissent ça, c'est qui? Ce sont les enfants qui subissent tout. Parce que lui-même, avec l'anxiété... Et là, vous n'êtes pas en position d'intervenir pour ces enfants-là? Nous, on ne pourra pas intervenir directement parce qu'on n'a même pas les moyens. Même si je veux parler de Conakry, on n'a pas assez de moyens pour intervenir pour tous ces enfants. C'est pour ça qu'on essaye d'en appeler vraiment à la responsabilité des différents détenteurs d'obligations pour qu'ils puissent vraiment commencer par plus intégrer cet aspect-là dans les plans de riposte. Il est important que cet aspect-là soit intégré. C'est vrai, l'enfant va manger, c'est vrai, la famille va manger, il y a des vivres qu'on apporte, il y a les soins médicaux qu'on apporte, mais... Il y a des partenaires spécialisés qui évoluent dans le même secteur que vous. Je pense à l'UNICEF aujourd'hui, qui sont même en première ligne dans les plans de riposte pour mieux organiser sincèrement cette riposte-là. Peut-être que ces structures-là prennent en charge. Est-ce que vous communiquez avec ces autres structures, ces autres partenaires? Oui, je peux encore dire, ça fait partie des points forts. Et sincèrement, il faut que je reconnaisse ça, que j'ai pu retrouver en Guinée, et je n'ai pas retrouvé ça dans mes expériences antérieures. Nous avons par exemple ce que nous appelons CANEP, c'est-à-dire la coordination des acteurs non étatiques pour la protection de l'enfant. Et l'UNICEF est représenté dedans. Et même pendant cette période de Covid-19, c'est 2 fois par semaine que nous tenons des rencontres par visioconférence pour harmoniser nos interventions, pour qu'il y ait des synergies d'action autour et pour aussi constituer un groupe de pression vis-à-vis des autorités étatiques pour que la situation de l'enfant soit beaucoup plus prise en compte dans les différents plans développés pour riposter face à cette maladie-là. Donc, nous travaillons ensemble, nous travaillons ensemble et nous attirons tous ceux dont je vous parle. C'est un peu des questions qui ont été déjà débattues, pour lesquelles nous avons eu à mener des actions à l'endroit du ministère de l'Action sociale, spécialement la direction nationale de l'enfance, et qu'il faut dire aussi qu'ils ont une oreille vraiment attentive à ce que nous disons. Malheureusement. Cette situation-là arrive à un moment où les villages SOS même
cherchent un peu à changer leur façon de faire, pas assurer une présence continue, une certaine distanciation? Oui, bon, la distanciation, si je veux parler de distanciation physique, hein, Non, mais pas physique, par rapport à la présence des foyers de regroupement, par exemple. La oui, présence pérenne des foyers de regroupement. SOS Village d'enfants a le souci. D'ailleurs, nous travaillons en lien avec les directives des Nations Unies relatives à une protection de remplacement pour les enfants. Et il y a deux principes sacro-saints dans cette directive-là. Le premier, c'est ce qu'on appelle le principe de l'adéquation. Et deuxième, c'est la nécessité. Je vais rapidement dire ce que les deux principes-là veulent dire. Pris par le temps. Ouais. Allez-y. C'est-à-dire, un enfant ne peut que se retrouver dans une protection de remplacement, c'est-à-dire dans un village d'enfants SOS ou dans un centre d'accueil ou un orphelinat, lorsque ce que ce centre-là offre est nécessaire pour le besoin de l'enfant et est adéquat à son besoin. Si l'enfant se retrouve dans une situation comme ça, on peut lui donner, on peut dire, OK, l'enfant n'a pas quelqu'un qui s'occupe de lui. Mais est-ce que ce que ce centre-là ou cette organisation-là offre, c'est de ça là que cet enfant-là a besoin, c'est-à-dire l'adéquation. Si les deux ne sont pas réunis, l'enfant ne peut pas être à SOS. En tout cas, nous, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et puis, il est dit dans cette directive qu'il faut réexaminer périodiquement la situation de placement de chaque enfant. Au moins 2 fois par an. Ou tout au moins une fois, il faut faire. Ce qui fait que si la situation change et il a la possibilité de retourner l'enfant dans sa famille d'origine, que ce soit famille élargie ou directe, là, c'est toujours mieux parce que l'enfant se développe toujours mieux dans sa propre famille. Aujourd'hui, votre préoccupation, donc, c'est la prise en charge, c'est relever l'attention parentale autour des enfants, c'est ça? Et justement, nous voulons vraiment attirer l'attention sur cet aspect-là parce que de plus en plus, même avant Covid-19, il y a une tendance, une prévalence de la démission des parents vis-à-vis de leur rôle à l'endroit des enfants. Et avec les effets de la Covid-19, cette tendance-là se retrouve à la hausse. Et personne ne fait attention à ça et nous voulons appeler à l'acte que les parents désormais on fasse attention, que l'État aussi fasse attention, que les leaders d'opinion dans leur aide de compétences données puissent vraiment faire attention à cet aspect-là pour que ça ne dégénère. Parce qu'il n'y a nulle part où l'enfant peut se développer harmonieusement si ce n'est pas avec ses parents. Monsieur Richard Wachinou, merci. C'est moi. Merci à vous qui avez suivi cet entretien exclusif réalisé à la faveur du mois de l'enfant. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.